commencé l'émission tout à l'heure, il y avait une très très bonne ambiance, tous nos intervenants sont très motivés. Alors je vais commencer par poser une première question et je pense que celle-ci va s'adresser à Christophe. Christophe, quel est le point de situation actuellement? Où en est-on par rapport au déconfinement? Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à ta question, Jean-Michel, je voudrais remercier les collègues et amis entraîneurs, préparateurs physiques et sportifs qui ont accepté de bien vouloir venir avec nous pour participer à cette conférence. Donc effectivement, je pense qu'il est important de faire un petit point d'étape et notamment de situation. C'est une situation qui est relativement particulière et il n'y a pas eu d'équivalent, à l'exception peut-être de la NFL, qui est le football américain aux États-Unis et qui avait connu il y a quelques années un arrêt de 3 semaines dû à une grève des joueurs, donc 3 semaines d'arrêt complet. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette année-là, il y a 3 fois plus de blessures musculo-tendineuses, et notamment concernant les ruptures du tendon d'Achille. Donc avant de détailler effectivement les différentes problématiques liées au confinement et maintenant au déconfinement, je pense qu'il est important de faire le distinguo entre la réathlétisation et le reconditionnement. On entend souvent en ce moment parler de réathlétisation pour cette période de déconfinement, alors que la réathlétisation est plutôt normalement la prise en charge des sportifs qui sont dits blessés. Donc ça se situe entre ou en parallèle de la phase de soins qui est prise en charge par les kinésithérapeutes et entre ou en parallèle de la phase de préparation physique qui est prise en charge soit par les préparateurs physiques, soit par la personne chargée de la réathlétisation. Donc on est vraiment dans une phase plutôt de reconditionnement que de réathlétisation. Donc effectivement, le 17 mars, on a tous été confinés et au moment du confinement, donc, on peut dire qu'on avait 3 types de profils de sportifs différents. Le premier type de sportifs et de profils étaient donc les sportifs qui étaient en pleine activité sportive, en pleine saison pour l'ensemble des sports collectifs tels que le football, le basket, le handball, ou pour certains en préparation de compétitions de référence telles que les Jeux olympiques pour les sports olympiques, des championnats d'Europe, championnats du monde. On avait un deuxième type de profil, donc à l'annonce de ce confinement, qui étaient les sportifs qui étaient en phase de réathlétisation ou de retour de blessure, c'est-à-dire en fin de réathlétisation et sur une phase de préparation physique. Et le troisième type de profil étaient les sportifs qui étaient blessés, donc soit convalescents, donc post-opératoire, ou en début de phase de soins, ou ceux qui étaient dans l'attente d'une prise en charge justement opératoire. Donc effectivement, nous avons été confinés. Et quelles ont été les problématiques donc pour ces 3 types de profils particuliers dus au confinement? On le sait tous, c'est qu'effectivement, le confinement, les sportifs n'ont pas tous eu les mêmes conditions de confinement. En termes d'espace, certains étaient dans des studios en ville, d'autres dans des maisons à la campagne. En termes de matériel, certains disposaient de matériel d'entraînement, petit matériel élastique, donc des barres de musculation ou autres. Ceux qui étaient en ville pour aller faire leur footing d'1 heure autorisé étaient sur du béton, d'autres à la campagne étaient sur des espaces beaucoup moins durs. Le temps d'activité de base quotidienne n'était donc pas du tout le même. On entend par activité de base quotidienne tout ce qui est en dehors de l'activité sportive, c'est-à-dire se mouvoir, se déplacer, marcher, monter des escaliers, l'activité traditionnelle. Par contre, pour l'ensemble de ces sportifs, on va dire qu'il y avait un facteur commun. Le facteur commun, c'est qu'en dehors de l'activité sportive, qui est en moyenne, avec plus ou moins pour certains sportifs, 2 heures par jour, 2 heures d'activité de base quotidienne, donc sur 24 heures, il nous reste 20 heures à rester soit couché, pour dormir, en moyenne 10 heures, ça c'était le côté positif du confinement, et on va dire assis à faire des visioconférences ou dans le canapé à regarder des séries ou autres parce qu'on n'avait pas beaucoup le droit de sortir. Donc un constat déjà relativement alarmant, donc entre 18 et 20 heures sans activité, couché, j'y reviendrai par la suite. Donc effectivement, on se retrouve à être maintenant donc dans une phase de déconfinement. Et les collègues du laboratoire de l'INSEP, notamment Gaël Guilhem et les collègues de l'unité d'aide à la performance de l'INSEP, ont établi 4 profils, donc des sportifs en sortie de confinement. Donc le premier type de profil est les sportifs qui ont été complètement inactifs, c'est-à-dire ceux qui étaient blessés ou ceux qui ne pouvaient pas du tout sortir, on va dire eu égard au petit espace dans lequel ils étaient confinés ou sans matériel. Le deuxième type de profil était donc les sportifs qui ont pu s'entraîner avec une intensité modérée,
mais une activité donc de base quotidienne qui était diminuée, donc hors activité sportive. Le troisième type de profil étaient donc des sportifs qui ont continué à s'entraîner avec une intensité donc élevée, une activité quotidienne de base qui était diminuée. Et le dernier profil que l'on peut décrire, et malheureusement il n'y en a pas beaucoup, sont les sportifs qui avaient un entraînement donc avec une intensité élevée, voire très élevée, et une activité quotidienne de base quasi normale. Donc c'est l'activité de base quasi normale qui était quasiment impossible. Par contre, le constat que j'ai pu faire, on va dire à titre particulier, au regard des sportifs que je suis, c'est que les sportifs qui, je pense, étaient les mieux organisés, étaient les sportifs qui avaient, avant le confinement, été victimes d'une blessure et qui étaient le mieux organisés en termes de continuité d'entraînement, d'organisation. Et je pense, c'est un constat personnel, que pour eux, bien entendu, ils sont déjà passés par ce type de problématique et ils connaissent le prix à payer pour revenir. Autre point, donc, quelles ont été les conséquences donc, du désentraînement? Donc, on a clairement défini 4 profils. Donc, j'avais déjà énoncé quelques chiffres, désolé pour ceux qui avaient suivi notre première conférence, donc je vais redonner quelques éléments qui seront un peu redondants. Donc, on a 2 types de désadaptation, donc des entraînements. Des entraînements pour les sportifs de haut niveau qui vont passer d'une activité, on va dire, traditionnelle d'entraînement au quotidien, voire bi ou tri-quotidien, avec une diminution de 50% de leur activité d'entraînement. Donc, 2 types de désadaptation. La première est une désadaptation centrale. Je vais passer relativement rapidement sur celle-ci. Vous allez voir que la principale problématique est la deuxième part de désadaptation, qui est plutôt une désadaptation donc dite périphérique. Donc, pour la désadaptation centrale, il faut comprendre donc tout ce qui est de l'ordre du circulatoire, du métabolique et du respiratoire. Et on sait clairement que le témoin donc, qui rassemble l'ensemble de ces données sont la VO2 max. Donc, quel était l'impact sur la VO2 max donc, d'un arrêt de 8 semaines? On sait clairement que les études nous disent que la diminution de la VO2 max pour 8 semaines est comprise entre 4 et 20%. Que l'endurance cardiovasculaire diminue de l'ordre de 25% dès le moment où on est sur 3 semaines de diminution d'activité, et que le métabolisme lactique, quant à lui, est préservé et reste stable, on va dire, durant les 4 premières semaines. Donc il y a une conséquence qui est relativement importante sur le débit cardiaque, et notamment donc sur une diminution donc, du débit cardiaque qui est de l'ordre de 8% sur 3 semaines, une baisse également du volume d'éjection systolique de l'ordre de 12% à 3 semaines, ce qui nous amène à une baisse du volume sanguin total et notamment du volume plasmatique qui est de l'ordre d'environ de 10%. Une autre problématique est que l'ensemble de ces phénomènes amène une altération donc, des dimensions cardiaques et notamment du ventricule gauche. Au niveau de la ventilation, donc on a une perte de 4% environ sur 4 semaines, selon les études. Et alors, des chiffres à prendre, on va dire, au conditionnel, même si ce sont des études qui sont relativement récentes. On nous dit qu'il faut, en règle générale, 4 fois plus de temps sur ces facteurs, on va dire, et ces désadaptations centrales, pour récupérer le niveau initial, en fonction du niveau de désentraînement. Donc 8 semaines de déconfinement, 4 x 8, 32 semaines, 8 mois. Donc espérons qu'on n'en sera pas là. À mon avis, c'est pas la principale problématique, parce que les entraîneurs savent effectivement que de toute façon, ils n'auront pas les mêmes sportifs après le confinement qu'avant le confinement, et que de toute façon, pour développer le cardio, pour les sports notamment à dominante cardio-respiratoire, il va falloir se mouvoir. Et pour se mouvoir, on va utiliser le système musculo-tendineux et le système articulaire. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir une principale problématique. Donc penchons-nous maintenant un petit peu sur les désadaptations donc, métaboliques périphériques liées aux des entraînements que l'on peut dire classiques, c'est-à-dire pas dus au confinement, et j'y viendrai par la suite pour le confinement. Donc on a une atrophie musculaire qui est rapide. Donc dès que l'on arrête l'activité musculaire, on va dire traditionnelle, on a une baisse donc de la synthèse protéique donc qui est associée à une dégradation donc protéique. On a notre stock de glycogène donc musculaire qui diminue dès le premier jour d'activité, avec 20% en une semaine de diminution de ces stocks et 40% après 25 jours, ce qui est relativement rapide et ce sont des données pour les sportifs d'élite. On a une baisse de la force maximale qui est de l'ordre de 7 à 12% entre la 4e et la 8e semaine, ce qui nous amène une baisse de la force excentrique avec une diminution notamment du calibre des fibres.
Nous avons également une apparition d'une amyotrophie avec une transformation des fibres rapides, et celle-là nous intéresse vraiment particulièrement pour tout ce que l'on va développer durant cette conférence. Donc ces fibres rapides qui se transforment en fibres lentes, jusqu'à arriver, on va dire, au niveau basique, génétiquement fixé à votre naissance. Donc forcément, une altération donc, de la force-vitesse, et ce dès la première semaine, et qui peut aller de l'ordre de 8 à 16% sur une durée de 4 semaines. Il est important aussi de noter que certaines études ont démontré que pour un sportif alité 24 heures, ce n'est pas le cas de l'ensemble des sportifs, mais on s'en approche entre 18 et 20 heures sans être relativement actif. Dans les premiers jours, il y a une perte de poids de 0,5 kg de masse musculaire. On a donc une augmentation de la masse maigre et une augmentation de la masse grasse et donc une diminution de la masse maigre pour aller jusqu'à 10 à 15 kg pour les catégories, on va dire, de poids lourd en judo, en rugby, autres activités. Maintenant, on va essayer de se pencher un petit peu sur les problématiques donc, qui sont liées au système musculo-tendineux, mais en lien avec le confinement. Donc effectivement, ce que l'on a déjà constaté, puisqu'il y a des études qui ont été menées à partir de 3 ou 4 semaines de confinement. Donc, pour commencer, je l'ai déjà dit sur le constat que je viens de faire au préalable, on a une perte de masse musculaire et notamment des muscles posturaux. Donc, cette perte, elle est relativement rapide. Elle a été constatée dès les premiers 15 jours donc, de diminution significative donc d'activité sportive traditionnelle et d'activité, on va dire, quotidienne de base. Et plus particulièrement sur les fibres de type 1, mais encore plus rapide sur les fibres de type 2. On a également une diminution donc, de la raideur tendineuse. Donc, je vous le rappelle, la raideur tendineuse est la capacité qu'a les muscles et les tendons à stocker de l'énergie et à le restituer. Donc, c'est une problématique qui est vraiment très importante pour tous les sports où on va effectuer des sauts, des changements de direction, des réceptions et autres. Ce qui nous amène donc à une répercussion importante sur la coordination, les agilités et la dissociation segmentaire. On va dire qu'on a également une désorganisation des tissus musculaires, donc avec des fibres qui vont se raccourcir, voire des dommages musculaires, et on va venir par la suite. Une réduction donc, de la synthèse du collagène, et le collagène, comme vous le savez, c'est le principal constituant du tendon. Donc pour finir, on constate aussi pendant cette période de confinement une altération du système nerveux, avec une diminution de l'activation, et notamment sur les fibres rapides, donc on va dire les gros motoneurones, la synchronisation des unités motrices et le recrutement des unités motrices sur les fibres de type 2B2X. Donc ça nous amène à une désadaptation d'ordre neuromusculaire tendineuse due à une diminution de l'entraînement. On a une décharge et une diminution de charge sur les tendons et les muscles, notamment sur les tendons d'Achille, voûte plantaire et autres. On constate également pendant ces 8 semaines, on va dire, de confinement, une perte accrue de mobilité articulaire, que ce soit sur les chevilles, que ce soit sur le bassin, sur la ceinture scapulaire, une perte de souplesse. Donc, quelles sont les conséquences? Donc, à partir de 5 semaines, dès le moment du confinement, on a, je pense tous, on va pouvoir le confirmer, eu beaucoup de sportifs qui se sont plaints de douleurs achilliennes, qu'elles soient lombaires, cervicales, peu thoraciques, de douleurs au niveau des ceintures scapulaires. J'ai par exemple des nageurs qui m'ont contacté qui n'avaient aucune problématique d'épaule et qui, malgré un entretien sur des rotateurs d'épaule, des fixateurs d'omoplate, commençaient à avoir des douleurs à l'épaule simplement la nuit en dormant. Donc ça, on va le développer après avec Anne-Laure et avec Lorenzo sur la partie kiné. Donc pour finir, on a d'autres types de répercussions qui n'est pas forcément l'objet de la journée, mais qui sont relativement importantes à prendre en compte. C'est les répercussions psychiques dues à une interruption ou une diminution de pratique. On est quand même, il ne faut pas se voiler la face à des sportifs qui sont stressés, anxieux, dû à un manque de repères, moins d'entraînement, plus de compétition, pas d'objectifs réels ou peu d'objectifs pour cette période donc de reprise. On va être confronté à des repères et des pertes de repères donc technico-tactiques dues aux problématiques que j'ai énoncées auparavant, notamment musculo-tendineuses. Donc nous sommes, je pense, en présence de ce que je qualifierais donc de sportifs sédentaires en bonne santé. Donc en lien avec ce constat, je vais passer la parole à ma collègue Anne-Laure et à l'ensemble de mes collègues qui vont prendre le relais pour faire un petit peu un point d'étape, parce que comme vous le savez, chaque cas est singulier.
Merci Christophe pour cette intervention et toutes ces données qui sont très importantes, notamment pour les entraîneurs, dont nous verrons tout à l'heure avec Rodolphe.